Et si votre pire cauchemar devenait réalité? Découvrez aujourd'hui une spectaculaire histoire de survie. Alors qu'une jeune femme dort profondément, elle se réveille avec un homme au-dessus d'elle. Et il est en train d'essayer de la violer. Aujourd'hui, la triste histoire de Jennifer Murray. Abonnez-vous et likez la vidéo pour soutenir la chaîne. Direction le Texas et plus particulièrement la ville de Houston. Jennifer Murray, 25 ans, est une jeune femme sans histoire. Elle a fini il y a peu ses études, a obtenu son diplôme d'avocate. Elle en est alors au tout début de sa carrière, il lui arrive souvent de finir tard et de rentrer tard chez elle. Et c'est la première fois qu'elle va habiter dans une grande ville, alors elle vient régulièrement visiter des appartements. Comme elle va vivre seule, elle a choisi de s'installer dans un complexe d'appartements hyper sécurisé. Elle a choisi cet immeuble car il était d'après elle un endroit sûr. En tant que femme célibataire dans une grande ville, elle était très attachée à sa sécurité, consciente qu'elle pourrait représenter une proie facile pour les prédateurs tapis dans l'ombre de la ville. En qualité d'avocate, elle en a vu des vertes et des pas mûres. Alors s'il y en a une qui est bien placée pour savoir que le monde peut être dangereux, c'est bien Jennifer. Et ce Bayou Park Apartment complexe a tout pour plaire. Le complexe est sécurisé, il est entouré par une clôture de 2,5 mètres de hauteur et est surveillé 24 heures sur 24 par des vigiles. Quoi de plus rassurant? Mais tout va basculer la nuit du 15 avril 1995. Ce soir-là, Jennifer est sortie avec ses amis dans un bar du coin. Elle s'amuse, passe un bon moment, puis il se fait tard. Elle commence à fatiguer, alors elle décide de rentrer chez elle, vers minuit. Un de ses amis la conduit chez elle. Lorsqu'elle passe le pas de la porte, il est alors 1h du matin. Elle la ferme à double tour. Elle se lave le visage, se brosse les dents et fonce se coucher. Et c'est presque immédiatement qu'elle s'endort. La nuit se passe sans encombre, mais voilà qu'au petit matin, vers 4 heures du matin, elle est réveillée par quelque chose. Elle ne réalise pas tout de suite, il lui faut un peu de temps pour émerger. Elle sent une présence sur elle. Elle pense d'abord qu'elle est en train de rêver. Elle sent aussi qu'on tire sa culotte. Et lorsqu'elle ouvre les yeux, elle s'aperçoit horrifiée qu'elle n'est pas seule. Il y a un homme qui se tient juste au-dessus d'elle et il est en train justement d'essayer de lui retirer sa culotte. Mais plus affreux encore, il appuie un couteau contre son cou. Elle comprend qu'elle est sur le point d'être violée. C'est alors qu'elle se met à hurler avec une telle force que ses cris vont réveiller 15 de ses voisins. Ils entendent les cris de détresse d'une femme, mais aucun d'eux ne juge bon d'appeler les secours. Jennifer est livrée à son propre sort. Personne ne compte la sauver. Les voisins tendent simplement l'oreille, intrigués. Bientôt, les bruits des cris vont être accompagnés de cognements. Il ne faut pas être devin pour deviner qu'il y a une bagarre qui accompagne les cris. Jennifer lutte de toutes ses forces. Elle est déterminée à ne pas se faire violer. Les voisins, eux, restent passifs, comme s'ils ne se sentent pas concernés par la détresse de cette femme, à l'instar de ce qui est arrivé en 1964 à la pauvre Kitty de Genovese, qui s'était fait poignarder devant des dizaines de voisins, sans qu'aucun d'eux ne bouge le petit doigt. On parle alors du Genovese syndrome. C'est un manque d'intérêt mutuel entre les habitants d'une grande ville, ou quand les appels à l'aide d'une victime se noient dans la solitude de la nuit. Et la puissance des cris de Jennifer vont tellement surprendre son agresseur qu'il va commettre une erreur. Erreur qui lui sera fatale, il va dire « Jennifer, tais-toi ». Elle ne le réalise pas tout de suite, mais son agresseur la connaît. Il ne se trouve donc pas par hasard dans cette chambre. Pour l'heure, place à la lutte. Jennifer se débat de toutes ses forces. Elle continue de hurler. Son agresseur va alors lui taillader le côté droit du visage. Jennifer tient bon. Elle continue de se débattre et de hurler. Son agresseur lui intime encore et toujours l'ordre de se taire, de ne pas le regarder. Et c'est le déclic. Là, elle se rend compte qu'elle connaît sans doute cet homme. S'il lui connaît son prénom, elle le connaît. Mais impossible pour elle de reconnaître la voix. Elle se demande alors ce qu'elle pourrait dire pour amadouer l'agresseur, mais elle n'a même pas le temps d'y réfléchir que l'homme, qui n'arrive toujours pas à la maîtriser, approche la lame de son cou et lui tranche la gorge d'un coup sec, presque d'une oreille à l'autre.
Le sang coule à flot. Bientôt, le lit en est maculé. À ce moment précis, Jennifer pense qu'elle va mourir. Mais bien que gravement blessée, elle ne perd pas connaissance. La blessure qui part de l'oreille droite est si profonde que les secours diront qu'elle ressemblait, je cite, à une seconde bouche. Par chance, la veine jugulaire droite n'a pas été touchée. Si ça avait été le cas, Jennifer n'aurait pas survécu. Ça s'est joué à une poignée de millimètres, un vrai miracle. On pense aussi que c'est grâce à une chaîne en or que lui avait offert sa mère qu'elle a la vie sauve. Tout s'est joué à rien, et le couteau s'est pris dans les mailles de la chaîne, amortissant ainsi le choc. On pense que sans cette chaîne, le couteau aurait percé son larynx, et elle n'aurait alors plus pu parler. Jennifer dira plus tard, il y a eu une série de petits miracles qui m'ont empêché de mourir. Son agresseur la saisit alors par les cheveux, il la traîne jusque dans la salle de bain, et il la prévient si elle sort, il la tue. En réalité, son agresseur, au vu de la gravité de la blessure, pense que Jennifer va se vider de son sang et mourir là, sur le carrelage de la salle de bain. Jennifer va alors claquer la porte de la salle de bain, porte qui n'a pas de serrure, elle s'assoit contre la porte, et avec le peu de force qui lui reste, elle appuie ses jambes contre la baignoire pour empêcher l'intrus de rentrer. Au cas où, il reviendrait. Elle pousse de toutes ses forces, elle est en sang, silencieuse, elle guette le moindre bruit, elle entend le bruit d'une fermeture éclair, elle pense alors que l'agresseur a fermé la fermeture éclair de son pantalon et qu'il va partir, puis elle entend la porte d'entrée claquer, elle pense qu'il est alors parti, mais elle n'est pas sûre, alors elle attend encore quelques minutes, de longues minutes, qui, comme elle le dira plus tard, lui paraîtront être des heures. Après tout, cet homme se joue peut-être d'elle, mais le problème, c'est que si elle ne fait rien, elle se videra de son sang. Après un long moment, de plus en plus persuadée qu'il est parti et ayant peur pour sa vie, elle prend son courage à deux mains et décide de sortir, mais au moment d'ouvrir la porte, elle n'y arrive pas. Le sang fait glisser ses mains sur la poignée, et elle s'est tellement appuyée contre la porte que la voici coincée. Jennifer essaye de l'ouvrir, et voilà qu'elle est prise d'un rire nerveux. Elle pense qu'elle a réussi à échapper à un assaillant, à un viol, et peut-être même à un meurtre, mais qu'elle va mourir ici, dans cette salle de bain, en se vidant de son sang, tout ça parce qu'elle n'arrive pas à ouvrir une satanée porte. Mais à force d'insister, elle y arrive enfin. Elle se traîne comme elle le peut dans le couloir. Il fait sombre, nous sommes alors aux petites heures du matin. C'est encore la pénombre, elle ne voit rien du tout, elle tâtonne. Dans le couloir, elle repère l'interrupteur, elle appuie dessus. Mais rien, la lumière ne s'allume pas. Elle arrive jusque dans le salon, chacun de ses mouvements est une épreuve. Elle attrape le téléphone fixe, mais il n'y a pas de tonalité. Elle se rend compte que c'est toute l'électricité qui a été coupée. Puis, elle se souvient de son téléphone portable. Alors rappelons que nous sommes en 1995 et que les téléphones à cette époque ne sont pas aussi répandus qu'aujourd'hui. Elle ne l'utilise pas beaucoup, ne se souvient même pas où elle l'a mis, mais par chance, elle le retrouve non loin du canapé et il est encore chargé. Elle est terrifiée que son assaillant ne revienne finir le travail. Alors elle attrape son téléphone portable et part à nouveau se réfugier dans la salle de bain. Elle appelle le 911, par chance Jennifer peut encore parler, je vous le disais, son larynx n'a pas été tranché, elle a du mal certes, mais elle y arrive. Elle arrive à se faire comprendre par l'opérateur du 911, un certain Richard Everett. Et le hasard fait que c'est la toute première journée de travail de Richard en tant que répartiteur du 911. Il entend une femme affolée au bout du fil, une femme qui peine à parler. Jennifer lui dit « S'il vous plaît, aidez-moi, je saigne tellement, il m'a tranché la gorge, j'appuie dessus mais il y a du sang partout ». Richard lui prodigue donc les premiers secours par téléphone, il lui demande si elle est blessée ailleurs qu'au cou, lui explique qu'il faut qu'elle fasse pression sur la plaie avec une serviette afin de limiter l'hémorragie. Il reste au téléphone avec elle, la rassure, il lui dit qu'elle s'en sort bien, il l'apaise comme il le peut, et alors qu'ils sont en ligne depuis une dizaine de minutes et que les secours sont toujours en route, Jennifer entend frapper à la porte de l'appartement. Elle crie depuis la salle de bain, demande qui c'est, l'homme derrière la porte se présente comme étant l'agent de sécurité du complexe, du nom de Brian Gibson. Il lui demande si tout va bien, lui demande d'ouvrir la porte. Jennifer en parle alors à Richard, l'opérateur. Elle est heureuse, pense qu'il est là pour la sauver, mais Richard a un mauvais pressentiment. Ni les ambulanciers ni les policiers n'ont encore échangé avec le gardien de sécurité de l'immeuble. Alors d'instinct, il dit à Jennifer de ne surtout pas ouvrir la porte et de rester cachée.
d'attendre l'arrivée des secours. C'est plus prudent ainsi. Jennifer est hystérique, elle a peur de mourir, elle ne peut pas se payer le luxe de refuser l'aide qu'on lui apporte. Elle demande à Richard s'il est sûr de lui, insiste, dit qu'elle devrait ouvrir. Richard lui demande alors si elle connaît bien le gardien. Jennifer dit que non. Alors Richard insiste. Non, elle ne doit pas ouvrir la porte. Et en regardant la géolocalisation de l'ambulance, il la rassure. Les secours arrivent, ils seront là d'une minute à l'autre, alors autant ne pas prendre de risques. Le gardien de sécurité insiste, il lui dit qu'elle ne doit pas avoir peur, qu'il va lui montrer son badge de sécurité, mais rapidement ce sont les policiers qui arrivent. Jennifer les entend, Richard lui donne le feu vert alors pour ouvrir la porte, Jennifer titube, elle entend les policiers parler au vigile, en effet les policiers sont tombés nez à nez avec lui, c'est donc le fameux Brian Gibson, il a 26 ans, c'est effectivement l'un des agents de sécurité du complexe, il a une blessure à la main droite, du sang sur le visage ainsi que sur sa chemise de fonction, il leur dit qu'il est tombé nez à nez avec un homme qui s'enfuyait de l'appartement de Jennifer, l'intrus aurait sauté par le balcon situé au 2e étage, il l'aurait alors agressé, ils se seraient tous les deux battus, puis l'intrus aurait pris la fuite. Gibson ajoute qu'il a vu l'inconnu s'enfuir vers le champ voisin. Jennifer, qui se traîne alors comme elle le peut dans le couloir, entend tout, elle se sent terriblement coupable. À cause d'elle, il a failli y avoir une autre victime. Bientôt les secours arrivent, ils prennent en charge la pauvre Jennifer, elle est emmenée en urgence à l'hôpital. Pendant ce temps, les enquêteurs commencent leur enquête. Un agent va en direction des bois, à l'aide d'une lampe torche, il éclaire le chemin à la recherche d'empreintes de pas, mais il n'y en a pas, au contraire. La rosée du matin recouvre encore l'herbe fraîche. De toute évidence, personne n'a mis son pied ici depuis un bon moment. Alors, les doutes vont se porter sur ce Gibson. Il est conduit au poste pour être interrogé et surprise. Lorsque l'on vérifie son casier judiciaire, il n'est pas vierge. Étonnant pour un agent de sécurité, se disent les enquêteurs. Aux États-Unis, très souvent, pour occuper ce genre de poste, il faut montrer patte blanche. Lors de la fouille de la scène de crime, les enquêteurs sont surpris qu'une femme ayant perdu autant de sang, il y en avait partout dans l'appartement, il était maculé, le sol, les murs, le lit, les meubles, un vrai carnage. Ils sont surpris que Jennifer soit toujours en vie. Et toujours pendant leur fouille, ils vont trouver des indices cruciaux. Il y a un couteau taché de sang. Il y a également dans le salon un boxeur d'homme, ainsi qu'une casquette de sécurité Pinkerton. Et après vérification, il manque justement à Gibson l'une de ces casquettes. Et lorsqu'ils ont fouillé Gibson, les enquêteurs se sont rendus compte qu'il ne portait pas de sous-vêtements, et qu'il y avait du sang sur ses chaussettes. À noter également que ses poils pubiens avaient fraîchement été coupés. Les enquêteurs pensent qu'il les avait coupés les instants qui ont précédé la tentative de viol pour éviter d'en laisser chez Jennifer. Preuve pour les enquêteurs que Gibson a prémédité son attaque. Il est alors arrêté pour tentative de meurtre et placé sous les verrous. Les enquêteurs pensent rétrospectivement que si Gibson était revenu dans l'appartement après s'être enfui, c'était pour récupérer ses effets personnels. Dans la précipitation, il avait oublié sa casquette et son slip, signant ainsi son crime. Il pense aussi que c'est aussi et bien évidemment pour achever Jennifer qu'il était revenu en qualité de vigile. Il avait les clés des logements, il serait alors rentré en douce dans la nuit la première fois, mais le pourquoi du comment il n'a pas pu rentrer la deuxième fois, mystère, je n'ai trouvé aucune information, malgré toutes les sources que j'ai parcourues, donc je ne pourrais pas vous répondre. Si quelqu'un le sait d'ailleurs, dites-le en commentaire. Par ailleurs, Gibson n'en était pas à ses premières frasques. Embauché depuis 1992 chez la société de sécurité Pinkerton, il avait déjà été signalé pour s'être disputé avec des clients. Ensuite réaffecté, il a volé un véhicule sur un chantier qu'il était censé surveiller. Certains diront qu'il a juste utilisé le véhicule sans l'autorisation de son propriétaire. Quoi qu'il en soit, plutôt que de le licencier et de porter plainte contre lui, eh bien, il a été réaffecté ailleurs. Dans le complexe de Jennifer, justement, complexe où de nombreuses femmes vivaient seules. Jennifer a dit de son agresseur, je cite, « Je pense que c'est un criminel sexuel qui s'est retrouvé comme un enfant dans un magasin de bonbons et qu'il a profité de cette occasion pour choisir sa saveur préférée de bonbons. »
Sans surprise, Gibson sera reconnu coupable de tentative de meurtre et de viol et il sera condamné à 20 ans de prison. Jennifer, choquée d'apprendre qu'il avait un casier judiciaire, a porté plainte contre la société de sécurité Pinkerton. Elle gagnera son procès. On ne connaît pas le montant qui lui a été versé, il est resté secret. Cette procédure va permettre de mettre en lumière un problème de taille chez Pinkerton, le nombre hallucinant de gardiens de sécurité qui avaient des casiers judiciaires. 130 au total. Et ce n'est pas la première fois qu'un drame se produit. En 1992, soit 3 ans avant l'attaque de Jennifer, une adolescente de 15 ans de la ville d'El Paso rentrait tranquillement chez elle lorsqu'un véhicule lui a coupé la route. Des témoins ont vu un homme qui portait un uniforme d'agent de sécurité de chez Pinkerton en sortir. L'homme avait alors présenté un badge à la jeune fille, puis lui avait passé les menottes avant de la jeter dans la voiture et de démarrer en trombe. La scène s'est passée si vite que personne n'a rien pu faire. L'un des témoins a reconnu l'agent de sécurité. Il s'agit d'un certain Kenneth Wayne Scott, le gardien de sécurité, encore une fois, de chez Pinkerton. Wayne Scott a conduit la malheureuse dans le désert, au nord-est d'El Paso. Il a violé l'adolescente, puis lui a tiré une balle dans la tête à bout portant, et enfin, il avait pris la fuite. Mais par miracle, la jeune fille n'était pas morte, elle avait même repris connaissance et avait alors rampé partiellement nue jusqu'à la route où elle a été secourue. Scott a été arrêté et reconnu coupable. Il purge actuellement une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Et il s'est avéré qu'il avait eu des condamnations antérieures hors de l'État de Floride. C'était facilement vérifiable. La société Pinkerton aurait dû faire un minimum de vérification. Chose complètement irresponsable pour cette société qui est l'une des 4 plus grandes sociétés de sécurité de l'État. Ils n'avaient rien fait. Mais ce n'est pas tout. Un an plus tard, le 3 janvier 1993, c'était cette fois au tour d'un autre agent de sécurité de chez Pinkerton de faire des siennes, un certain Troy H. Dennis. Ils buvaient de la bière avec des amis lorsqu'ils se sont retrouvés à court de bière. Ils ont décidé alors d'aller en voler dans le dépanneur du coin. Pendant le hold-up, la caissière de 59 ans, Lanora Tetzman, ainsi qu'un jeune client de 20 ans, Todd Thompson, ont été abattus. Les policiers, lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, n'ont eu aucun mal à localiser les assaillants. Il leur a suffi de suivre les cadavres de canettes de bière et les traînées de bière que le groupe avait semées derrière eux en allant jusqu'au dépanneur. Et ça a été la prison à vie pour les assaillants. Depuis, le mode de recrutement de la société Pinkerton a largement été montré du doigt, pas assez de vérification des antécédents, des évaluations psychologiques inadéquates. Pour beaucoup, la sécurité à faible coût de Pinkerton est une sécurité de mauvaise qualité. De plus, en principe, les prétendants au poste de gardien de sécurité doivent passer un test psychologique composé de 500 questions censées faire apparaître les défauts de caractère de celui ou celle qui le passe, mais Gibson a passé une version plus courte avec seulement 168 questions considérées comme inefficaces. Alors pour beaucoup, ça donne aux clients de l'entreprise un faux sentiment de sécurité. Ils se sentent en sécurité, mais ne le sont pas vraiment. Pour en revenir à Jennifer, 2 semaines après son agression, terrorisée, elle a été incapable de remettre les pieds dans son appartement. Elle est devenue paranoïaque, elle avait alors peur de tout, elle a pris la décision de retourner vivre chez sa mère dans les Woodlands. Sa mère, les premiers temps, ne l'a pas quittée d'une semelle. Jennifer restait cloîtrée dans sa chambre, elle rôdait la nuit dans la maison à guetter le moindre bruit suspect et dormait le jour. Elle harcelait les services de police dès qu'elle entendait un bruit suspect, et 7 mois après le drame, son frère lui a dit ses 4 vérités. Il lui a dit qu'il ne la reconnaissait pas, qu'elle était devenue faible et qu'elle était pathétique. Il l'a supplié d'au moins essayer de s'en sortir, et ça a été le déclic pour Jennifer. Petit à petit, elle s'est remise de son traumatisme. Ne pouvant pas reprendre son activité d'avocate, ne se sentant pas prête, elle a essayé de faire des petits boulots en intérim. Comme elle était considérée comme surqualifiée, elle n'était la plupart du temps pas recrutée. Et lorsqu'elle l'était, ses collègues, qui ne comprenaient pas ce qu'elle faisait là, ne la traitaient pas très bien. Mais elle s'en moquait, ces petits boulots étaient pour elle une façon de se soigner. Et ses efforts vont payer. Petit à petit, elle s'est fait de nouveaux amis au travail, a rencontré celui qui allait devenir son mari. Elle s'est sentie prête
à reprendre sa carrière d'avocate. Grâce à l'argent de Pinkerton, elle a ouvert son propre cabinet d'avocat spécialisé en droit de la famille et elle est désormais une avocate prospère et dit être très fière de ce qu'elle a fait de sa vie. Elle dit qu'en quelque sorte, la Jennifer d'avant est morte le 15 avril 1995. Elle n'a plus jamais été la même, mais elle est très fière de cette nouvelle version d'elle-même qu'elle a construite pas à pas, jour après jour. Elle s'est depuis mariée, et devinez qui était présent le jour du mariage? Eh bien, c'était Richard Everett, le secouriste. Et Richard et Jennifer sont restés très proches. Ce qui paraît fou dans cette histoire, c'est que Jennifer a tout spécialement choisi son appartement parce qu'il était sécurisé et gardé par un gardien jour et nuit. Et comble de l'ironie et de l'horreur, la menace est venue de l'un de ses gardiens. Elle pense encore aujourd'hui que si elle lui avait ouvert la porte, lorsqu'il est revenu, elle serait morte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À noter que pour une fois sur YouCrime, la victime est toujours en vie. Youhou. N'hésitez pas à nous donner vos impressions en barre de commentaires. N'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram LilaXLilia. C'est là qu'on vous a tenu au courant des dernières péripéties de la chaîne, pour ainsi dire. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas également à aller sur notre Tipeee qui figure en barre de commentaires. Merci aux tips qu'on a reçus récemment. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire.